Allô, Ah, allô. Gérard, je pense que tu dois être heureux en ce moment. Tu dois être heureux parce que tu as entendu un mot de la bouche même de nos ministres et aussi du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, c'est le mot nationalisation. Nationalisation. On peut nationaliser. Et pour des gens comme toi, c'est quand même quelque chose, c'est un progrès formidable. Relocaliser, nationaliser, c'est quand même des bonnes nouvelles. Alors je voudrais savoir si tu partages cette joie et ce bonheur ou si tu as encore quelque chose à dire. Je ne crois pas une seule seconde. Il s'agit bien sûr de nationaliser les pertes et de privatiser ensuite les profits quand ils reviendront. Donc, moi, je préfère le mot réquisition parce que je crois qu'il faut clairement réquisitionner les entreprises qui nous permettraient d'avoir des masques, qui nous permettraient d'avoir des gels, qui nous permettraient d'avoir des respirateurs, qui nous permettraient d'avoir des pousse-seringues, tout le matériel nécessaire dans les hôpitaux, et d'avoir des lits. Et donc, pour construire tout cela, tout ce que nous n'avons pas, pour avoir des tests en nombre suffisant, pour réquisitionner les entreprises qui sont en mesure de le faire et empêcher que ferment celles qui en font déjà. Donc, Ouais. réquisition me semble beaucoup plus actuelle et beaucoup plus nécessaire que le vague et faux terme de nationalisation qu'ils emploient. Tu sais, c'est comme quand Macron a dit quoi qu'il en coûte. Les gens n'ont pas bien Ouais. entendu, mais ça voulait dire quoi qu'il va nous en coûter, parce que son Ouais. intention c'est de nous faire payer tout ce qui arrive, alors que c'est lui qui nous a, comment dirais-je, livré à la pandémie par la politique qu'il a eue contre les hôpitaux et contre tous les soins et les soignants auparavant. Il n'était pas le seul, hein. Il a eu des prédécesseurs. Dans la destruction de l'hôpital public, ça dure depuis pas mal de temps. Un certain Oui, mais Manuel Valls s'était quand même drôlement bien employé à détruire l'hôpital public. Hein. il n'y a aucun doute que le quinquennat maudit de Hollande et Valls et Macron avait déjà contribué à ce qu'avait déjà fait Sarkozy auparavant, aucun doute. Et ça fait des décennies, malheureusement, que l'hôpital public est livré à la destruction pour des intérêts de profit uniquement. Mais enfin, quand même, Macron, il est là depuis 8 ans. Il faut être sérieux. Il est arrivé à l'Élysée en 2012. Il n'était encore que secrétaire adjoint, mais il a inspiré toute la politique jusqu'à aujourd'hui. Donc il a déjà les 8 dernières années de destruction de l'hôpital, c'est à son compte. Dis-moi, il y a quelque chose qui a dû te faire plaisir aussi, c'est ces lois d'urgence sanitaire. Macron fait là la plus violente, en profitant de la pandémie. En profitant de la pandémie. Il fait la plus violente Mhm. des attaques de ce coup-là depuis 75 ans contre le Code du travail. Pire qu'El Khomri, pire que les ordonnances de Pénicaud à l'automne 2017. Le voilà qui impose les 60 heures, la Ouais. journée de 15 heures, parce que les gens ne comprennent pas toujours, mais il réduit le repos quotidien de 11 heures à 9 heures. Donc ça fait en vérité une journée de 15 heures, travail et temps de transport inclus. Il nous impose le travail le dimanche pour tous à la volonté de l'employeur et il nous impose la remise en cause des congés payés, allant jusqu'à permettre aux employeurs d'enlever la 5e semaine pour la mettre dans notre actuel confinement ou de fixer les dates des vacances comme il le voudra. Et ça, c'est sans précédent. Alors, j'ai dit, on m'a dit, tu exagères, Gérard, mais même en 1942, le 28 août, dans sa loi sur le temps de travail, Pétain avait maintenu les 40 heures tout en les contournant. Il les avait adaptés parce qu'il avait repris les décrets Chotan Baladier et il avait repris aussi les aménagements qui avaient été faits sous Paul Reynaud. Et puis ensuite, il a déduit les temps de pause, les temps d'habillage et les temps de casse-route des 40 heures. Donc en fait, il a réussi à allonger le temps de travail. Mais formellement, il n'avait pas touché aux 40 heures légales. Il avait seulement autorisé la durée maximale à 60 heures. Mais là, c'est peut être 60 heures. C'est-à-dire qu'on peut travailler longtemps à 60 heures sous Macron. Et donc l'attaque n'a aucun sens, aucune urgence. Ça n'est pas lié du tout à ce que nous sommes. S'il faut faire quelque chose pour les soignants, c'est en recruter, c'est en former, c'est avoir des soignants à 32 heures, mais qui puissent se relayer et qui puissent faire des heures sup quand il y a une pandémie, mais pas changer pour autant l'ensemble de la calcul de la durée du travail. Mais oui, mais attends, Gérard, c'est provisoire. C'est provisoire, c'est pour 2 mois. Ah non, 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 non. C'est pour 2 mois, mais ça peut durer jusqu'en décembre 2020. Les congés payés, ça sera pour après. Le fait qu'il n'y ait pas de contrôle sur les licenciements, qu'est-ce qui va se passer quand le jour d'après Or, le jour d'après,
On sait ce qui arrive. Vous savez, je raconte toujours que la peste noire en 1350, hein, c'est loin. Il y avait un tiers de la population qui était décédée en Angleterre. Un tiers. Donc le lendemain de la peste noire, les salaires ont augmenté parce qu'il n'y avait pas assez de gens pour bosser. Ils ont augmenté de 48%. Le roi Édouard III s'était pas gêné. Il avait pris un décret contre les servants, il les appelait comme ça, les petites gens, de façon à leur interdire de prendre des salaires supérieurs à ceux de 1346, c'est-à-dire de 2 ans avant le début de la peste noire. Donc en fait, il avait bloqué les salaires maxima. Et on sent que chez Macron, c'est ça qui le brûle. Le jour d'après, pour lui, c'est comme Édouard III. C'est pour s'en prendre aux gens qui bossent. C'est pas pour s'en prendre aux riches. D'ailleurs, au Sénat, le gouvernement a refusé toute augmentation de la petite taxe qui reste sur les très grandes fortunes. Des sénateurs de gauche ont voulu la passer de 2 à 4%. Le gouvernement a refusé. Il n'y a pas le moindre sacrifice pour les riches. Il n'y a pas le moindre retour de l'impôt sur la fortune. Il n'y a pas la moindre taxation des grandes entreprises. Au contraire. Et donc, il aggrave, en quelque sorte, à l'abri de la pandémie, ce qu'il a fait auparavant. Pour les gens qui croyaient que le jour d'après ne serait plus comme avant, il faut qu'ils sachent, il sera pire qu'avant avec Macron. Et il nous le prépare dès maintenant. C'est pour ça qu'il faut préparer nous dès maintenant. Moi, je me félicite que la CGT ait pris comme la partie publique un mot d'ordre de grève du 1er au 30 avril. Parce que je l'ai dit aux gens, évidemment, aujourd'hui, nous sommes confinés. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes mal placés pour pouvoir nous défendre. Mais Macron, il a fait voter sa loi avec une commission mixte paritaire dans laquelle il y avait 7 députés et 7 sénateurs. Cette loi s'apparente à un coup d'État. Cette loi s'apparente à une destruction pire que toutes les autres contre le droit du travail et contre les salariés. Et quand il parle d'aider les soignants, alors les soignants, excusez-moi, j'applaudis tous les soirs, mais pour qu'ils aient du salaire. Pour qu'ils aient du salaire, pas des primes. Parce que les primes, ça, c'est éphémère. Oui, oui. Et le salaire, c'est pour tout le monde, les caissières aussi. Les patrons ont trop de marge. Et les salariés ont trop peu de droits et trop peu de salaire. Et ils ne peuvent pas vivre dans l'état actuel des choses. Donc la récompense qu'il y aura pour avoir survécu à la pandémie, le jour d'après, c'est à nous de l'imposer. Et surtout n'avoir aucune confiance dans Macron, parce que là déjà est à l'œuvre tout ce que Édouard III a fait en 1350. On a là une formidable illustration de la stratégie du choc. Hein. Quand le peuple est ému, perdu, en état de choc, à chaque fois, au nom de plus de sécurité au détriment de la liberté, les pouvoirs n'auront jamais l'occasion de réduire l'opposition et de renforcer la domination sur la population. Oui, et nous, c'est à nous de prendre conscience de ça, parce que je vois bien que tout le monde est parfois un peu abattu ou démoralisé, ou alors parfois il y en a qui disent « Oh, mais de toute façon, après, on l'aura. » Mais après, il faudra se battre pour l'avoir. Et tout se résume dans une seule phrase, c'est que Macron a un stock énorme de lacrymogènes. Et il n'a pas un stock énorme de masques. Et ça, c'est le fond de sa politique. Gérard, tu es à moitié optimiste là quand même, hein, parce que tu ne nous dis pas tellement ce qu'on peut faire actuellement. Pour moi, il faut faire une chose. Il faut faire un programme d'urgence de ce qu'on exige pour le jour d'après. Et il faut se mettre d'accord sur ça. Gérard, je t'embrasse de loin, moi aussi, avec un masque. Aussi, à bientôt, ciao, ciao. Allez, à bientôt, ciao.